Alors, on va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Observatoire québécois des inégalités. Je m'appelle Maïlie Bellon et je vais passer la parole à François Fournier qui va être notre animateur pour ce webinaire aujourd'hui. Vous allez pouvoir poser tout au long du webinaire vos questions dans le chat. On pourra y répondre à la fin du webinaire. On aura un petit temps spécial pour ça. En tout cas, merci beaucoup, merci à nos panélistes et bon courage et bon webinaire. Merci à toi François. Merci beaucoup, Maïlie. Alors, bienvenue à ce 4e webinaire annuel de l'Observatoire portant sur l'insécurité alimentaire. Je m'appelle en effet François Fournier, je suis chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités. Je voudrais commencer en reconnaissant que les terres sur lesquelles la Direction générale de l'Observatoire québécois des inégalités se trouve font partie d'un territoire ancestral non cédé qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk. J'invite d'ailleurs tous nos participants intéressés à découvrir les noms des territoires autochtones sur lesquels ils et elles vivent. L'insécurité alimentaire est un thème qui capte beaucoup l'attention à chaque mois de décembre, sans doute à la fois parce que décembre, c'est le mois des campagnes de dons, la guignolée et les paniers de Noël, mais aussi parce que l'hiver rend les vulnérabilités encore plus évidentes. Alors, voici comment va se dérouler le webinaire pour les prochaines 90 minutes. Un premier bloc d'environ 60 minutes avec les présentations de nos 4 panélistes et des échanges entre eux et elles. Julie Girard et Sébastien Robert de l'Observatoire des réalités autochtones urbaines, Martin Munger de Banques alimentaires du Québec et Sandy Torres, ma collègue chercheuse de l'Observatoire québécois des inégalités. Donc ça va être le premier bloc de 60 minutes. Ensuite, un deuxième bloc d'environ 30 minutes où nos panélistes vont accueillir et répondre aux questions que vous aurez eu l'amabilité de soumettre dans le chat. En introduction, avant de passer à nos panélistes, je vais rappeler rapidement deux petites choses comme arrière-plan. Tout d'abord, bon, il y a plusieurs manières de parler de l'insécurité alimentaire et de la concevoir. Une de ces façons qui a été adoptée par Statistique Canada pour la mesurer consiste à distinguer différents degrés d'insécurité alimentaire. Alors, StatCan distingue 3 niveaux d'intensité d'insécurité alimentaire. Une insécurité alimentaire marginale, modérée ou grave. Alors, marginale ou légère, c'est l'incertitude ou la crainte de manquer de nourriture, ce qui peut amener à limiter les choix du ménage. Modéré, c'est la diminution de la qualité ou de la quantité des aliments consommés. Et grave, c'est la réduction de l'apport alimentaire des repas sautés. On peut carrément parler de faim ici. Maintenant, une définition assez courante de l'insécurité alimentaire. On dira que l'insécurité alimentaire désigne une difficulté persistante ou intermittente à accéder à des aliments suffisants, nutritifs et culturellement appropriés, principalement en raison de ressources financières insuffisantes et auxquelles peuvent aussi s'ajouter des raisons liées à des contextes sociaux et historiques sur lesquels on reviendra. Et l'insécurité alimentaire met en lumière les failles de notre filet social. Diapo. Ici, rapidement, ce sont les données les plus récentes disponibles tirées de l'enquête canadienne du revenu de 2023. Au Québec, c'était presque 20% de la population qui était confrontée à diverses formes d'insécurité alimentaire. C'est la 4e hausse consécutive de l'insécurité alimentaire depuis 2019. Donc, elle est passée de 11% en 2019 à pratiquement 20% en 2023. C'est pas dans le tableau ici, mais ce qui est préoccupant aussi, c'est que les niveaux d'insécurité alimentaire modérés et graves ont connu une augmentation marquée de 2019 à 2023. Ils sont passés d'environ 7% à presque 11%. Et pour ce qui est de l'insécurité alimentaire grave, en 2023, c'est quand même près de 320 000 Québécoises et Québécois qui en souffraient. Place maintenant à nos panélistes. Nous avons l'honneur de recevoir et j'ai l'honneur de vous présenter
D'abord, Julie Girard, qui est directrice de l'Observatoire des réalités autochtones urbaines depuis 2023. Cet observatoire a pour objectif de rassembler, de comprendre et de partager les connaissances en lien avec les questions de l'autochtonie urbaine. Julie a un parcours académique et culturel varié qui l'a conduite à approfondir les domaines de l'administration des affaires, la communication appliquée aux relations publiques, la science politique et les études autochtones. Elle poursuit actuellement un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion publique en contexte autochtone. Ses expériences professionnelles l'ont amené à évoluer dans les domaines de la santé, du bien-être, de la mobilisation et de la gouvernance. Avec l'Observatoire des réalités autochtones urbaines, Julie souhaite contribuer à l'autodétermination du mouvement des centres d'amitié autochtones en matière de recherche pour mieux évaluer les retombées tout en faisant rayonner les savoirs et expertises uniques des Premières Nations et des Inuits sur les thématiques de l'autochtonie urbaine. On a aussi le plaisir d'accueillir Sébastien Robert, qui évolue au regroupement des centres d'amitié autochtones depuis 2021. Sébastien occupe le poste d'analyste de données à l'Observatoire des réalités autochtones urbaines depuis 2023. Il coordonne la collecte de données lors de différents projets, administre les bases de données et analyse celles-ci en tenant compte des réalités et philosophies autochtones. Son objectif est de garantir une collecte, une analyse et une interprétation des données pour assurer une compréhension juste des enjeux et expériences vécues par les populations autochtones. Alors, à vous, Julie et Kinishkumetin, François, Milo Mitchouk, Casino Inuts, merci à tout le monde d'être présent et surtout bon appétit. Merci de nous faire une place là, dans ce webinaire là, qui va parler de l'insécurité alimentaire. On veut vraiment, là, moi et Sébastien, aujourd'hui, présenter des nouveaux éclairages là, par rapport à la réalité autochtone urbaine sur ces données-là. Diapo, s'il vous plaît. Dans un premier temps, c'est important de mettre en contexte que les Autochtones ne vivent pas uniquement dans des communautés, puis ce qu'on appelle au sens de la loi, là, les réserves, mais au contraire, là, il y a une présence de plus en plus accrue des Autochtones dans les milieux urbains. Selon le dernier recensement de Statistique Canada, c'est plus de 61% des Premières Nations et des Inuits là, qui vivraient soit à l'extérieur des communautés, dans les villes comme Montréal, Val-d'Or, Sainte-Terre, mais aussi dans des milieux ruraux. On remarque une croissance là, justement des Autochtones dans les villes là, de 4,2% entre 2001 et 2021. Et dans les villes, là, cette croissance-là est aussi là, importante là, au Québec. Bref, ce qui est important de retenir, c'est que la question autochtone par rapport à l'alimentation, elle ne se passe pas uniquement dans les communautés, mais elle se passe aussi autour de vous, autour de nous, dans les villes où ce qu'on habite. Nous, à l'Observatoire, puis on peut aller à la prochaine slide, notre mission, comme le disait François, c'est vraiment de rassembler, comprendre, partager des connaissances. Dans ce contexte-là, nous, on a commencé à mener nos propres enquêtes pour avoir un portrait un peu plus réel de la situation des Autochtones qui composent avec les réalités urbaines. Malheureusement, avec Statistique Canada, il faut souvent prendre les données avec parcimonie, dans le sens où il y a certaines communautés qui préfèrent ne pas participer au recensement pour des questions politiques, mais aussi toute la question de la mobilité des Autochtones. Je vais prendre mon exemple personnel. J'habite une communauté, j'habite Machowiak, mais la plus grande partie de mon temps est à l'extérieur de ma communauté, soit pour le travail, soit pour les affaires, mais il y a aussi plein de situations qui amènent les populations autochtones à se déplacer sur le territoire. Fait que même s'ils ont un logement sur communauté, la grande majorité de leur vie est souvent à l'extérieur de la communauté autochtone territoriale, si on peut dire. Donc, notre mission à l'Observatoire, c'est vraiment de comprendre ces différentes réalités-là entourant l'autochtonie urbaine. C'est dans ce contexte-là qu'on a mené une enquête là, il y a quelques années, dernièrement, pour avoir un portrait plus juste des réalités autochtones urbaines au Québec. Le regroupement avait déjà fait une enquête
en 2018 et c'est celle-ci qu'on a voulu mettre à jour, s'assurer d'aller documenter là, davantage les expériences, les besoins, les forces, les préoccupations des populations autochtones là, qui habitent ou non dans les centres urbains. Donc, l'enquête s'est vraiment intéressée à toute personne autochtone qui réside dans la province de Québec, peu importe son emplacement. On a fait une période de collecte de données qui vient à peine de se terminer là, cette année. Donc, on est encore dans le traitement des données. Puis la raison pour laquelle on vous parle surtout de ce portrait-là, c'est que c'est de ces données-là qu'on va vous présenter là, dans le cadre de la présentation. Donc, la période de collecte de données s'est faite de juillet 2024 à mars 2025. La façon dont on a fonctionné principalement là, pour l'enquête, c'est qu'on a fait appel à plusieurs organisations pour justement mobiliser les gens, engager les gens à répondre et à participer à l'enquête. Donc, on a évidemment sollicité les centres d'amitié autochtones qui étaient affiliés au regroupement, mais on a aussi sollicité le centre d'amitié de Québec et celui de Montréal, là, en plus de la Société immobilière du regroupement et Projet autochtone du Québec. Et ça, c'est sans parler tous les individus et les personnes qu'on a pu embaucher pour interviewer ou justement mobiliser des personnes aussi pour participer à l'enquête. L'approche qu'on a utilisée essentiellement, c'était un questionnaire électronique, donc qui a été administré par les organisations qui ont participé justement à nous aider à la mobilisation de participants, qui était aussi disponible via un lien URL. Et le nombre de répondants qu'on a pu aller rejoindre est quand même de 2003 répondants. Le portrait de 2018 était un nombre de répondants un petit peu plus élevé que 1700. Donc, on a quand même été chercher un nombre de répondants un petit peu plus élevé cette fois-ci pour ce portrait-là. Ce qui fait de ce portrait-là quand même une des plus grandes enquêtes là, au Québec faites auprès des populations autochtones où ce qu'on n'est pas dans l'autodéclaration, mais vraiment où ce que c'est des personnes autochtones qui ont été amenées à répondre à ce questionnaire-là, qui nous donne des données quand même assez fidèles. Puis, on enchaîne avec la prochaine diapo. Ce qui est important en contexte autochtone, dans un premier temps, c'est de comprendre ce qui entoure aussi l'alimentation, la sécurité alimentaire, puis l'insécurité alimentaire dans un même cas, parce qu'il y a des situations particulières qui s'appliquent là, aux réalités autochtones au Québec, au Canada, sur lesquelles on ne peut pas faire fi quand on parle de sécurité alimentaire et d'insécurité alimentaire. Dans un premier temps, si on va à la prochaine slide, il y a des enjeux qui sont communs à l'ensemble des Autochtones, peu importe leur lieu de résidence, c'est-à-dire toute la question de l'alimentation traditionnelle. Pour nous, manger, c'est au-delà de prendre un repas, mais il y a des considérations culturelles, spirituelles, sociales, mentales et émotionnelles qui entourent le repas. C'est différent d'une culture à l'autre. Moi, personnellement, je suis une Pequawagami-Inuit. On a des cérémonies propres par rapport au repas, par rapport au machicham, au mokusham, aux grands festins qu'on organise. Et cette dimension-là est quand même importante dans l'alimentation. Fait qu'on ne peut pas en faire vraiment fi quand on parle justement de manger pour des personnes autochtones. Il y a aussi, vous en êtes probablement conscient, là, mais il y a une diminution de l'accès aux aliments traditionnels pour les personnes autochtones, puis une transformation très rapide qui s'est faite sur quelques générations, parfois une ou deux, dans les contextes autochtones. Si encore je prends mon exemple, nous, pour les Pequawagami-Inuits, l'alimentation, il y a une centaine d'années, était basée sur le caribou. Avec les transformations, les coupes forestières dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le caribou a disparu. Notre élément alimentation de référence s'est transformé pour l'orignal. Puis maintenant, il y a beaucoup d'occupation du territoire. Donc ça l'amène des transformations quand même assez rapides sur quelques générations par rapport aux référents alimentaires. Fait que ça, c'est important d'en tenir compte aussi dans les contextes des Premières Nations puis des peuples inuits. Il y a aussi tout le coût des aliments. Je parlais justement des peuples inuits. Les coûts peuvent être exorbitants là, pour les populations inuits. Donc, déjà, de planifier l'alimentation, c'est complètement un autre schéma de pensée.
L'accès au crédit qui est parfois difficile parce que dans les communautés autochtones ou à cause de la loi sur les Indiens qui amène des contraintes au niveau de ces dispositions, l'accès au crédit peut être difficile. Donc, quand on descend plus au sud ou qu'on veut se faire livrer des aliments ou faire des achats en ligne, bien, c'est difficile. Puis souvent, on ne sait même pas comment utiliser ces différents outils-là. Il y a des communautés qui sont plus près des villes, on l'admet aussi, mais c'est quand même, ça fait quand même partie de la réalité de plusieurs. L'alimentation aussi, comme je le disais, vu que c'est lié à nos traditions, mais ça va amener des impacts également sur la santé mentale, spirituelle, émotionnelle et physique, dans le sens où quand tu ne peux pas manger les aliments qui t'identifient, bien, des fois, ça peut amener un manque de fierté par rapport à qui tu es ou des enjeux là, dans ce contexte-là. Il y a aussi le legs des pensionnats là, qui ont amené beaucoup de problématiques par rapport à des pertes de compétences culinaires, la malnutrition qui a été connue dans les pensionnats, des traumatismes aussi liés à certains aliments qui sont disponibles parce qu'ils étaient servis trop souvent ou des violences qui ont été malheureusement vécues dans les pensionnats. Et je vous rappelle que le dernier pensionnat a fermé en 1996. Fait qu'on parle de phénomènes quand même assez récents. Puis un autre élément là, qui joue là, par rapport à la sécurité alimentaire là, en ce qui concerne les Autochtones, c'est tout le stress lié à l'alimentation. Donc, on a des stress d'avoir nos aliments comfort food, si on peut dire, ou qui sont significatifs pour nous. Mais il y a aussi le stress qui peut être lié au financement, l'accès, soit aux aliments traditionnels, mais aussi à nos aliments qui sont plus généraux, si on peut dire. Bref, il y a des enjeux communs pour les Autochtones en termes d'alimentation qui s'appliquent à la fois auprès des personnes autochtones qui habitent les communautés, mais aussi aux personnes autochtones qui habitent dans les villes. Slide suivant. Donc, pour un peu mettre la table, si vous me permettez le jeu de mots, dans le cadre de l'enquête, c'est qu'une seule donnée pour l'instant, mais dans le cadre de l'enquête, on a justement posé la question, consommez-vous autant d'aliments traditionnels autochtones que vous le souhaitez? En donnant quelques exemples, évidemment, pour s'assurer que les répondants savaient là, à quoi on faisait réellement référence. Et déjà, vous voyez là, que la moitié des répondants jugent ne pas consommer suffisamment d'aliments traditionnels. Si on enchaîne avec la prochaine slide qui permet de mettre en contexte les particularités pour les Autochtones en milieu urbain, parce que je vous ai présenté le contexte de l'alimentation autochtone en général, mais en milieu urbain, il y a des particularités de plus qui s'ajoutent. Dans un premier temps, la majorité des survivants des pensionnats, c'est des gens qui habitent en milieu urbain ou qui n'ont pas nécessairement retourné dans leur communauté ou que leur descendance habitent dans les villes. Donc ça, on a vraiment une présence importante de survivants des pensionnats dans les villes avec tous les impacts que je vous ai nommés précédemment par rapport aux compétences culinaires. Donc ça fait partie de la réalité des Autochtones en milieu urbain. Beaucoup d'Autochtones en milieu urbain, là, comme la plupart des personnes vulnérables, là, vont vivre dans des lieux où on est plus dans des déserts alimentaires, plus des dépanneurs, donc difficulté d'avoir accès à des aliments frais. Et il y a beaucoup d'enjeux de transport là, pour les personnes autochtones là, qui conjuguent avec la réalité urbaine. On l'a vu, vivre en ville, ça a aussi l'impact d'avoir des accès moins réguliers au territoire, aussi à notre famille de proximité. Puis les aliments traditionnels passent beaucoup par le don à travers les familles. Donc, ça, c'est des enjeux là, que rencontrent les Autochtones en milieu urbain. Et aussi, il y a des contraintes légales là, qui s'appliquent là, par rapport à l'alimentation traditionnelle. Par exemple, il y a certains gibiers qui ne peuvent pas être vendus, qui ne peuvent pas être chassés, qui ne peuvent pas être partagés et l'accessibilité est encore plus difficile dans les villes. Donc, dans le cadre de l'enquête, évidemment, on avait énormément de questions, mais parmi celles-ci, on s'est quand même intéressé à l'insécurité alimentaire sous ce volet-là de la question. Donc, au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de manger moins qu'à votre faim parce que vous manquez d'argent pour acheter de la nourriture? Donc, déjà, on voit avec les répondants, 32 des Autochtones qui disent qu'ils n'ont pas mangé à leur faim dans les 12 derniers mois parce qu'ils ont manqué d'argent.
spécifiquement. Donc, c'était déjà près d'une personne sur 3 qui a vécu cette situation-là là, dans la dernière année. On peut changer la diapositive. Hein. Parmi, par contre, les répondants, on s'est intéressé quand même aux différentes situations qui ont pu être vécues ou qui ont été vécues au moment de répondre à l'enquête. Hein. Donc, on a quand même posé la question, vivez-vous présentement ou avez-vous déjà vécu une de des situations suivantes? On avait évidemment une liste de situations différentes là, que les gens pouvaient choisir pour nous partager. Parmi la liste, on avait ce choix-là qui était le besoin d'aide alimentaire et en parenthèse, se nourrir adéquatement. Donc, c'est quand même 24 des personnes autochtones qui ont répondu, qui ont dit vivre ou avoir déjà vécu cette situation. De ces 24 personnes-là, on s'est quand même intéressé à savoir, mais est-ce que les personnes sont allées chercher de l'aide, donc de la part d'un service ou de la part d'un professionnel là, pour répondre à cette situation-là? Et on observe justement dans les données qu'on a pu collecter que c'est 55 des Autochtones qui vivent, qui ont déjà vécu cette situation-là, sont allés chercher de l'aide dans les 12 derniers mois. Donc, si on peut revenir à la slide d'avant, pardon. Donc, ça n'implique pas nécessairement que ces 55 personnes-là ont vécu nécessairement de l'insécurité alimentaire, mais ça nous prouve au moins qu'ils sont allés chercher de l'aide par rapport à cette situation-là, d'avoir besoin d'aide alimentaire. Je tenais à faire cette petite précision-là. Donc, on peut changer de diapositive, merci. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, on s'est intéressé justement à vous présenter les données par rapport à ces personnes-là qui sont allées chercher de l'aide dans les 12 derniers mois. Déjà, on observe que 63 disent ne pas suffisamment avoir accès à de l'alimentation traditionnelle. Donc, on voit aussi que 31 considèrent ne pas avoir suffisamment accès à la nature, qui est quand même un point encore très, très pertinent dans l'alimentation. On remarque aussi que 84 n'ont pas mangé à leur faim. Donc, un peu la même donnée qu'on a vue plus tôt, mais là, vraiment orientée vers les personnes qui sont allées chercher spécifiquement de l'aide pour ce besoin-là. Donc, on voit une forte augmentation ou une proportion beaucoup plus grande là, à ce niveau-là pour les personnes qui sont allées chercher de l'aide dans les 12 derniers mois. Et on remarque déjà que 62 de ces gens-là ont un revenu familial inférieur à 30 000 Donc, ce n'est pas un revenu individuel, c'est vraiment un revenu familial. Là. Donc, on a des gens vraiment qui sont dans des situations financières considérées peut-être un petit peu plus précaires que d'autres. On peut changer de diapositive. Ce qu'on peut déjà en tirer si on compare rapidement là, les personnes qui sont allées chercher de l'aide alimentaire dans les 12 derniers mois, c'est qu'ils ont une moins bonne perception de leur santé physique et mentale. Ils sont moins fiers d'être autochtones. On voit aussi que dans les situations qu'ils ont déjà vécues ou qu'ils vivent au moment de répondre à l'enquête, bien, les dépendances à l'alcool et aux drogues ressortent en plus grande proportion. Les violences familiales, conjugales aussi, difficulté à trouver un logement, problèmes de santé mentale, sont vraiment des situations qui sont vécues en plus grande proportion là, pour ces gens-là. On voit aussi une plus grande proportion de ces personnes qui ont déjà pensé sérieusement au suicide. Puis, au niveau des barrières rencontrées justement dans les services en milieu urbain, contrairement aux barrières qu'on peut voir là, dans l'ensemble des répondants, qui était la barrière principale, qui était la crainte de racisme. Là, on voit pour ces gens-là que la barrière principale pour eux, en proportion, c'est vraiment le manque de transport, comme un peu Julie le mentionnait comme étant un enjeu. Puis on voit aussi les mauvaises expériences passées, la crainte de racisme, la méfiance envers les services, donc qui nécessairement doivent influencer aussi là, soit l'endroit où les gens vont chercher de l'aide ou évidemment bien, aller chercher de l'aide, tout simplement.
Dans ce contexte-là, puis si on va à la slide suivante, on voit l'importance que peuvent avoir les centres d'amitié, justement, dans cette sécurisation culturelle-là, si on peut dire, ou dans l'accès aux services pour les personnes autochtones. Nous, on travaille vraiment dans un contexte où ce que les centres d'amitié, c'est des politiques portes ouvertes pour l'ensemble des Autochtones, qu'ils habitent ou non la communauté. C'est pour ça qu'on parle de zone d'influence là, quand on parle des centres d'amitié. Si on va à la slide suivante, on peut voir où sont implantés là, les différents centres d'amitié autochtones au Québec, donc principalement dans les villes là, où il y a une population à la fois alloctone, mais aussi une population autochtone importante. Fait que leur rôle pivot, là, justement, puis cette connaissance-là des réalités autochtones là, permettent aux centres d'amitié, justement, de fournir là, des services qui ne sont pas des panacées, mais qui peuvent justement faciliter l'accès à l'alimentation là, des personnes autochtones. Puis alimentation dans une conception à la fois pour manger, pour venir pour voir un besoin, mais aussi la dimension culturelle, spirituelle, le côté familial là, dans tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut être difficile pour une personne des Premières Nations ou du peuple inuit d'aller chercher des services dans le réseau un peu plus général ou alloctone à cause de l'influence, à cause du passé, à cause du contexte. Et les centres d'amitié deviennent un pont là, dans cette réalité-là. On l'a vu en termes de transport, en termes de compréhension des réalités autochtones, puis aussi de pont pour leur considération culturelle, pour que l'alimentation, il ne faut pas l'oublier, que ça devienne quelque chose qui est à la fois santé, de plaisir, d'émotion, puis de bien-être là, pour l'ensemble de la population. Sur ce, on va enchaîner à la période de questions entre nous, si je ne me trompe pas. Merci infiniment pour ce portrait, Julie et Sébastien. On passe, oui, effectivement, on va prendre un petit 5 minutes d'échange entre panélistes sur votre présentation. Donc, Sandy, Martin, oui, Sandy? Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Puis j'avais vraiment hâte de voir ces données-là. J'ai une petite question méthodologique. Je ne sais pas si elle est petite, la question, mais donc nous, on travaille beaucoup avec l'enquête canadienne sur le revenu là, sur l'insécurité alimentaire. D'ailleurs, les chiffres que François présentait sont tirés de cette enquête-là qui a un module sur l'insécurité alimentaire. C'est difficile pour nous de tirer des conclusions pour la population autochtone à partir de ces données-là, parce qu'on nous explique qu'il faut les utiliser avec prudence, ce qui veut dire ne les utilisez pas, s'il vous plaît, quasiment. Alors, je me demandais, est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait mieux rendre compte de la réalité autochtone, comment on pourrait mieux en tenir compte dans ces données-là pour qu'elles soient un peu plus fiables, finalement? Tu soulèves un super de bon enjeu, Sandy, puis effectivement, puis c'est pas que leurs données ne sont pas bonnes, mais il y a tellement de nuances en arrière des données qui sont récoltées. Dans un premier temps, il y a beaucoup de communautés autochtones, justement, qui refusent de participer, puis c'est dans un processus d'autodétermination, puis ça fait partie de leur réalité. Fait que ça, il faut les considérer. Fait que c'est déjà une piste de solution, puis je pense que Statistique Canada fait des efforts en ce sens-là, mais doit les poursuivre aussi. Puis il faut aussi respecter, il y a un équilibre à avoir, l'autodétermination des peuples autochtones puis des Premières Nations à vouloir faire leur propre recherche. Fait que ça, c'est déjà deux pistes de solutions. Donc, continuer à travailler soit avec les organisations autochtones, mais aussi considérer la recherche autochtone faite par, pour et avec les Autochtones, tu sais, comme crédible également, comme manière de faire de la recherche. Il y a aussi toute la question des principes PCAP là, qui sont en possession, contrôle, accès, propriété des données, qui sont encore un enjeu là, actuellement de dire, OK, les données que vous récoltez sur les populations autochtones, les meilleures personnes pour les considérer, puis les analyser, puis les posséder, ces données-là, c'est peut-être les peuples autochtones eux-mêmes, tu sais, à prendre leurs propres décisions sur les données qui les concernent. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis une autre dimension qu'on a essayé de mettre en valeur dans la présentation, c'est l'alimentation, l'insécurité alimentaire.
c'est pas juste manger, mais c'est tout ce qui est autour, tu sais, de l'alimentation, là. Donc, on a amené les aspects spirituels, les aspects d'accès au territoire, d'accès à des aliments traditionnels, tu sais, qui viennent tout influencer. Puis souvent, ces dimensions-là, ben, on va rapidement pour juste le repas qui est mis sur la table. Et si tu ne sais pas le cuisiner, si les aliments ne sont pas significatifs pour toi, si la fierté n'est pas tenue en compte, ben, c'est tous des impacts, tu sais, qui font que souvent, il faut continuer cette collaboration-là et justement prendre les données peut-être avec un œil critique, sans les rejeter, mais avoir un œil critique sur ces données-là. Martin? Oui, on parle de données, puis on parlait, il y avait une question tout à l'heure qui parlait du pourcentage des répondants sont allés chercher soit des services ou des conseils de professionnels. Est-ce que dans votre étude, vous avez eu des informations par rapport à des collaborations avec soit le réseau des banques alimentaires ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des ressources qui sont utiles, suffisamment utilisées ou pas? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? On ne s'est pas intéressé ou on n'a pas été aussi spécifique dans les données qu'on a pu aller collecter. On a été intéressé surtout à évaluer l'accès aux services publics, aux services non publics aussi. Par contre, on n'a pas essayé de faire ou de comprendre si, par exemple, les banques alimentaires étaient une des ressources que les gens auraient pu utiliser. Donc, on n'a pas été jusque-là. Peut-être que de croiser les données nous permettrait de faire cette corrélation-là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on entendait faire là, dans l'enquête. Une chose est sûre, puis qu'on connaît de nos centres d'amitié, c'est que tous les centres d'amitié offrent de l'aide alimentaire, offrent du dépannage, puis offrent de l'accompagnement aux personnes autochtones qui ont ce besoin-là. Après, ben là, les partenariats sont à différents niveaux d'une région à l'autre, mais je vous dirais que l'ensemble des centres d'amitié autochtones du Québec là, offrent des services d'aide, puis de dépannage, puis de référence, de transport par rapport à l'aide alimentaire, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie des demandes des citoyens autochtones dans les villes. Merci beaucoup, Sébastien et Julie. Il y aura d'autres questions, mais on va d'abord on va aborder ces questions-là un petit peu plus tard, après la fin des présentations. Là, on va passer maintenant à notre prochain panéliste. On a le privilège d'avoir avec nous cette année encore le directeur général de Banques alimentaires du Québec, donc Martin Munger. Martin est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Montréal et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion d'HEC Montréal. Il possède 30 ans d'expérience acquise dans les milieux associatifs et philanthropiques et à des postes de haute direction d'organismes à but non lucratif d'envergure. Alors, à toi, Martin. Eh bien, merci Françoise. En fait, c'est moi qui ai privilégié de vous adresser la parole aujourd'hui devant quand même une audience très large et avec effectivement des experts de différents milieux. C'est vraiment intéressant et merci à l'Observatoire de créer ces occasions. Moi, ma présentation de cette année va ressembler à celle des années passées. Plusieurs connaissent déjà le bilan fin qu'on publie à chaque année. Le bilan fin, c'est une enquête de la fréquentation des banques alimentaires. Je tiens à le préciser au départ, souvent les gens vont confondre un peu les données du bilan fin avec les données sur l'insécurité alimentaire. C'est un réflexe qui est peut-être normal parce que c'est très près, mais notre enquête ne porte pas en tant que telle sur l'insécurité alimentaire, mais vraiment sur la fréquentation des organismes desservis par notre réseau. On peut toutefois se douter que la totalité ou presque des gens qui fréquentent notre réseau, c'est parce qu'ils vivent des situations d'insécurité alimentaire.
Le bilan fin 2025, ben, c'est basé sur des données qui sont recueillies en mars, comme en mars de chaque année. Donc, les organismes du réseau colligent les données de fréquentation dans leur organisme pendant le mois de mars et nous, on va consolider ces résultats. Et donc, les résultats ont été recueillis auprès de 1393 organismes communautaires. Donc, on dit un sondage réalisé, mais j'aime plutôt parler d'une enquête parce que quand on parle d'un taux de réponse de 100% des organismes, on n'est plus tellement dans le sondage comme vraiment une enquête très large. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ben, c'est les données principales du bilan fin 2025. Je vais vous avouer que je suis un peu découragé de présenter de telles données année après année. Et ce qui me décourage davantage, c'est que la situation s'empile année après année. Il y a toujours plus de personnes qui utilisent notre réseau. Notre réseau répond à 3,1 millions de demandes d'aide alimentaire. C'est quoi une demande d'aide alimentaire? C'est ce qu'on voit un peu plus à droite dans la diapositive. Donc, c'est des repas. C'est un total de 1 454 000 repas servis. C'est des collations aussi, 901 000 collations servies. Et c'est surtout, je dis surtout parce que ça a un poids plus important, et même si le chiffre est peut-être plus petit, des dépannages alimentaires, ben, des dépannages, ça va servir à plus d'un repas pour le ménage qui va y avoir accès. Donc, c'est ces trois types de données-là qui composent les 3,1 millions de demandes d'aide alimentaire qui sont répondues. Maintenant, si on essaie on utilise depuis l'an passé une nouvelle donnée qui est le nombre de personnes uniques. Donc, si une personne revient plusieurs fois pendant le mois, elle va être comptée seulement une fois dans l'enquête à ce niveau-là. Par ailleurs, cette donnée-là ne rend pas compte de la pression globale que vivent les organismes du réseau. C'est pour ça qu'on continue à utiliser une donnée qui est la fréquentation cumulée, qui est d'1 million de personnes par mois qui fréquentent le réseau. Et pourquoi on dit cumuler, c'est qu'à ce moment-là, on va pondérer, on va agréger les données. Donc, une personne qui reçoit, par exemple, deux dépannages va être comptée 2 fois pendant le mois, mais on va compter 10 repas pour une personne ou 10 collations pour une personne dans cette agrégation-là. C'est une image en quelque sorte, mais on trouve que cette image-là rend bien compte de la pression auquel font face les organismes du réseau. Mais la donnée qu'on préfère utiliser avant tout, c'est 3,1 millions parce que ça, c'est des gestes où les organismes répondent à des demandes. Donc, c'est la donnée, je dirais, la plus exacte, la plus fiable dans toutes ces données-là. Qu'on voit aussi, ben, c'est les taux de croissance. On voit là pour les dépannages alimentaires 55% de croissance depuis 2022. Les repas 22% depuis 2022. Les collations 53%. Donc, c'est très élevé. Et moi, ce qui me préoccupe, bien entendu, la situation des individus qui vivent ces besoins-là me préoccupe énormément. Puis j'ai une préoccupation de société aussi. Je me dis que c'est pas normal que cette situation-là se détériore d'année en année et que de plus en plus de gens aient besoin de recourir à des organismes d'aide alimentaire pour se nourrir. Et je me dis que comme société, il va falloir changer cette situation-là. Ça ne peut pas continuer à empirer. Et je veux vous confier, pas vraiment un secret compte tenu du groupe, mais que nos données de prévision nous disent que ça va encore continuer les prochaines années, mais il va falloir un changement important au niveau
des gouvernements, des entreprises pour faire en sorte que on règle les situations de pauvreté qui sont à l'origine des situations d'insécurité alimentaire et de fréquentation de notre réseau. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On voit l'évolution, effectivement, là, du nombre de demandes ici. J'oserais dire, je ne veux pas être, je veux pas être trop négatif, mais je trouve ça catastrophique, honnêtement. On voit que le nombre de demandes en 2022, c'était 2,2 millions, puis on est rendu à 3,1 millions. C'est presque 1 million de demandes de plus là, en l'espace de 3 ans. Je le répète, ça va prendre des changements importants. Et une donnée qui n'est pas surprenante, mais qu'il faut le rappeler, c'est que 35% de ces personnes-là sont des enfants. Pour moi, c'est dramatique que des aînés vivent cette situation-là. C'est dramatique que des adultes le vivent. Dans le cas des enfants, ben en plus, ça hypothèque leur développement parce que comment voulez-vous apprendre quand la faim nous tiraille? Donc, c'est cet effet-là qui, je pense, est dramatique. Ensuite de ça, c'est 47 000 enfants de plus qu'en 2022. C'est quelque chose, là. 47 000, là, c'est une ville de taille moyenne au Québec, là, puis on se dit, ben écoute, c'est tous des enfants qui vivent l'insécurité alimentaire ou qui fréquentent nos organismes. Et l'autre donnée, j'ai toujours un malaise à utiliser cette donnée-là parce que pour moi, c'est pas plus grave que ce soit un travailleur ou un retraité ou une autre personne, mais pourquoi on continue à l'utiliser? C'est que, premièrement, la donnée elle-même, il y a 20,6% des personnes qui reçoivent des paniers de provisions dont la source principale de revenus, c'est un revenu d'emploi. Je disais, c'est pas en soi plus grave, mais je trouve que cette donnée-là illustre un problème de système. Quand des gens travaillent, contribuent au développement de la société québécoise, contribuent au produit intérieur brut, et malgré ça, ne sont pas capables de se nourrir et de nourrir convenablement leur famille. Ça illustre encore plus une cassure dans le système de mon point de vue. Donc, diapo suivante. Ça, c'est les croissances principales qu'on a eues dans les résultats. Je disais que les ménages avec emploi, les ménages avec un emploi comme source principale de revenus ont plus de 15% dans la dernière année. Et ça représente 26 000, plus de 26 000 ménages et donc un répondant sur 5, c'est important aussi. Les familles monoparentales, ça a été une croissance importante. L'année passée, dans certaines régions, dont Montréal, on avait eu des croissances importantes des ménages biparentaux. Mais cette année, effectivement, les familles monoparentales, puis est-ce qu'il y a de quoi s'en surprendre? Pas vraiment. Quand il y a un seul revenu en plus pour apporter des denrées sur la table, c'est encore plus difficile. Les ménages. Dernière minute, Martin. Merci. Oh là, OK, j'accélère. Donc, les ménages recevant de l'aide sociale à 9,2 et les nouveaux immigrants réfugiés, j'aime bien le montrer parce que on entend beaucoup ces dernières années que c'est la pression sur le système qui vient davantage. Oui, c'est un segment qui est en croissance, mais c'est pas le segment qui a cru le plus ces dernières années. Je pense qu'il faut aussi remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là. Diapo suivante, s'il vous plaît. En fait, un des faits marquants du bilan fin cette année, c'est ce que nous ont dit les organismes eux-mêmes. Qu'on sent, c'est que
même s'il y a une demande très importante à la porte, même si on peut envoyer des denrées aux organismes sur le terrain, quelquefois, ils ne peuvent pas les accepter, ces denrées-là, parce que leurs locaux sont trop petits, parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour répondre à plus de demandes, parce que même recevoir plus de bénévoles n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas de place pour les faire travailler. Ça devient aussi un problème sérieux. Il faut vraiment s'attaquer au financement des organismes communautaires sur le terrain. Il y a des besoins importants. J'arrêterai ma présentation ici. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment, Martin. Sandy, Julie, Sébastien, une question pour Martin? Sandy? Certainement. J'avais une question, Martin, concernant les critères d'admissibilité, en fait, au dépannage alimentaire, à l'aide alimentaire, parce que déjà, confirmez-moi ça, mais il me semble qu'il y a toujours des critères pour être admissible. N'importe qui peut pas recevoir de l'aide alimentaire, d'après ce que j'ai entendu. Ça serait comme une première partie de la question, mais l'autre partie, j'imagine que le faible revenu, le niveau de revenu est un critère important. Et j'ai entendu sur le terrain qu'il y avait peut-être l'idée de tenir compte aussi du coût du logement. Alors, j'étais curieuse de savoir, là, est-ce qu'il y a une harmonisation sur ces critères-là? Est-ce qu'il y a toujours des critères? Et puis, est-ce que c'est une bonne idée de tenir compte du coût du logement? En fait, il n'y a pas première réponse, il n'y a pas une harmonisation des critères. Les critères sont liés aux organismes eux-mêmes. Et ce qu'on sait, nous, c'est que 80%, plus de 80% des organismes vont effectivement effectuer une analyse des besoins et c'est fait davantage, beaucoup plus dans l'optique d'apporter la meilleure aide possible que dans une optique de contrôle. Mais puis c'est normal qu'il n'y ait pas d'harmonisation des critères aussi parce que la vocation, la mission des organismes peut bouger. On parle des banques alimentaires, là, mais parmi les 1400 organismes qu'on dessert, il y a une variété d'organismes. Il peut y avoir des résidences pour femmes victimes de violences, il peut y avoir un centre d'amitié autochtone, il peut y avoir une banque alimentaire étudiante. J'entendais, par exemple, à la radio ce matin, dans le cadre de la guignolée des médias, il y avait une banque alimentaire à l'UQAM, puis ils disaient effectivement qu'eux, ils ne demandent pas effectivement ces informations-là. Mais la grande majorité des organismes vont faire ces vérifications-là. Comme je disais, des fois, ça va être pour aider à faire un budget. Des fois, ça va être pour aider à diriger les gens vers les ressources, par exemple, au niveau du développement, soit des compétences parentales, soit au niveau du développement de l'employabilité ou des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus dans une approche d'aide à la personne, mais c'est demandé. Maintenant, concernant le logement, le poids du loyer dans l'équation, c'est sûr que c'est des questions qui peuvent être évaluées dans le cadre d'une conversation entre la personne qui vient en aide et la personne qui est aidée, les situations. Mais nous, on l'entend, la crise du logement est un facteur dominant. Puis la dernière étude qu'on va voir tantôt là, au niveau effectivement de la crise du logement et de l'insécurité alimentaire, c'est un lien qui est évident. C'est une partie, le loyer, c'est une partie qui est incompressible alors que les gens vont compresser sur le budget d'épicerie. Donc, je pense que ça fait partie des échanges entre les organismes et les personnes aidées. Merci beaucoup, Martin. Ben justement, on va passer à la présentation de ma chère collègue Sandy Torres, chercheuse et sociologue à l'Observatoire québécois des inégalités. Sandy détient un doctorat en sociologie de l'Université Toulouse Jean Jaurès en France, ainsi qu'un certificat en rédaction professionnelle de l'Université Laval. Elle a exercé la recherche sociale appliquée pour des organisations de la société civile et des institutions. Elle est chercheuse donc à l'Observatoire depuis plus de 5 ans,
où elle travaille notamment sur les inégalités en matière de santé, de revenus, de patrimoine, de logement et d'insécurité alimentaire. Forte de son expérience diversifiée des enjeux socio-économiques et territoriaux au Québec, elle souhaite contribuer à l'amélioration des conditions de vie. À toi, ma chère Sandy. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Rebonjour. Donc, vous vous en doutiez, je vais aborder l'insécurité alimentaire de mon côté en lien avec le logement. À partir donc de cette étude-là qui a été menée en 2024-2025 grâce à la contribution financière du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ça a donné lieu à un rapport de recherche et une fiche infographique et j'imagine que le lien vous sera partagé dans le chat. Sur la diapo suivante, je vous présente l'étude en bref, rapidement. Bon, j'imagine que vous le savez, le logement et l'alimentation ont une influence considérable sur la santé, sur le bien-être. Ce sont deux déterminants fondamentaux de la santé et ils sont le plus généralement en fait abordés, étudiés, examinés séparément. Alors, ce qu'on a voulu faire dans cette étude, c'est examiner les liens entre les deux dans le contexte justement dont on parlait de crise du logement et d'augmentation de l'insécurité alimentaire. Alors, on a mesuré l'ampleur de l'insécurité alimentaire donc chez les personnes qui occupent un logement inadéquat. Ce que les données là, de l'enquête canadienne sur le revenu de Statistique Canada nous permet de faire justement puisque nous avons un module là sur l'insécurité alimentaire dans cette étude et quelques variables sur le logement inadéquat. Nous avons utilisé la dernière édition qu'on avait à disposition là au début de l'année, qui était l'édition de 2022 par contre. Alors, une petite définition sur ce qu'on entend par le logement inadéquat. En fait, je vais vous parler des trois critères que l'on peut regarder dans l'enquête, qui est l'abordabilité, la qualité du logement et la taille du logement. Et cette analyse de statistiques-là, nous avons pu la compléter avec des témoignages, des analyses de témoignages là, de personnes en situation de pauvreté également. Alors voilà, c'est ce qui fait un peu la distinction de cette étude-là. Sur la diapo suivante, rentrons dans le vif du sujet. Donc, quel lien on fait avec le coût? Martin le disait tantôt, on le sait déjà, hein, que l'insécurité alimentaire, ça découle de moyens financiers qui sont insuffisants, que le coût du logement a un lien évident avec cela. Mais en fait, on ne connaissait pas l'ampleur de cette association-là et c'est précisément ce qu'on vient amener. Notre croisement permet justement de chiffrer cette association. Donc, vous voyez là, sur la partie de l'infographie à gauche que l'insécurité alimentaire, eh bien, ça concerne 3 personnes sur 10 qui habitent dans un logement, appartement ou maison, qui est trop cher pour le revenu des personnes ou qui est inabordable. Et plus exactement, la proportion s'établit à 30,4% en comparaison de 14% qui habitent dans un logement abordable. Alors, ces données, je rappelle, datent de 2022 et sont à mettre en parallèle avec le taux global d'insécurité alimentaire là, qui était de 16% de la population. Tantôt, on vous parlait de 20% pour 2023. Précision rapide sur qu'est-ce qu'on entend par logement inabordable. En fait, là, on fait référence aux frais pour se loger par rapport à son revenu. Et lorsque ces frais de logement représentent 30% ou plus de son revenu, on considère qu'il est inabordable. Donc, ça peut être aussi 50%, 80% de son revenu. Et à contrario, là, un logement va être considéré comme abordable si vous consacrez moins de 30% pour vous loger. C'est une approche que l'on peut critiquer, mais c'est celle avec laquelle on doit composer dans l'enquête canadienne sur le revenu et d'autres enquêtes d'ailleurs. Cela dit, l'analyse statistique plus poussée qu'on a pu faire dans cette étude et plus exactement que mon collègue Geoffroy Boucher a pu faire puisqu'il a collaboré à cette étude-là, montre clairement que occuper un logement inabordable, ça accroît le risque de vivre de l'insécurité alimentaire. Alors le lien est direct, il est bien documenté dans la littérature scientifique d'ailleurs, et les gens qu'on a pu interroger aussi dans les groupes de discussion en témoignent également.
Sur la diapo suivante, on peut examiner une autre association avec des difficultés de logement au moyen de l'enquête toujours canadienne sur le revenu. Donc l'association avec l'insécurité alimentaire, et là ça concerne la qualité du logement, avait l'indicateur du besoin de réparation majeure. Alors, notre analyse établit que 31% des personnes qui occupent un logement qui requiert des réparations majeures vivent une forme ou une autre d'insécurité alimentaire. Et ce pourcentage-là, ben, c'est 2,5 fois plus par rapport aux personnes qui déclarent que leur logement demande simplement un entretien régulier. La proportion était de 12%. Là aussi, nos analyses statistiques indiquent une corrélation importante. Cela dit, on ne peut pas forcément parler d'un lien direct. On interprète cette association plutôt comme un symptôme en fait, d'une situation de pauvreté ou de privation qui amène les gens à habiter un logement en mauvais état et à ne pas pouvoir le quitter ou pas pouvoir avoir d'autres options. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur un autre pourcentage. La proportion de personnes qui occupent un logement en mauvais état et qui vivent de l'insécurité alimentaire, en fait, dans sa forme la plus sévère est importante. On a 9%, 9,2% exactement, de personnes qui occupaient donc un logement nécessitant des réparations majeures qui se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire grave. Alors, on peut faire la même interprétation et on a à peu près le même ordre de grandeur sur la diapo suivante avec, quand on fait le lien avec la taille. C'est un dernier indicateur là, que je vous présenterai de difficultés de logement que nous avons croisé avec l'insécurité alimentaire. Et donc, selon nos analyses, vous voyez, là, c'est 1/3 des personnes qui occupent un logement trop petit qui se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Donc, plus exactement, 33,3% comparativement à 14% qui occupent un logement de taille suffisante. Alors, en gros, ces analyses statistiques-là, bien, ça montre que les conditions inadéquates de logement, que l'on prenne en considération l'abordabilité, la qualité, le mauvais état plus précisément, ou la taille insuffisante, eh bien, ces conditions inadéquates-là sont associées de façon significative sur le plan statistique à l'importance de l'insécurité alimentaire. Sur la diapositive suivante, dans le cadre de cette étude, je voulais aussi attirer l'attention sur les discussions qu'on a eues avec des personnes qui sont en situation de pauvreté et qui sont confrontées à ces difficultés-là de logement et d'insécurité alimentaire. Alors, le contexte de pénurie de logement et d'inaccessibilité financière, là, ça amène les gens rencontrés à faire différents compromis pour assurer leur subsistance. Et ils font des compromis sur leur habitation, par exemple, rester dans un logement où il y a de la moisissure, où il y a des défectuosités importantes, par exemple même au détriment de la sécurité des occupants. Qui peut être situé également près d'une source de bruit ou encore qui peut être occupé de façon officieuse, je dirais. Donc là, on est plus proche de l'itinérance cachée, par exemple sans contrat de sous-location ou de location. Donc des compromis sur leur habitation, mais ils font aussi des compromis sur leur alimentation et ce qui les amène à vivre de l'insécurité alimentaire. Ce dessin-là a été fait par une participante là, à un des 7 groupes de discussion que nous avons menés dans 3 régions différentes au Québec. Et je dois préciser que pendant les groupes de discussion, les personnes avaient cette possibilité-là de s'exprimer également de façon graphique, avec toutes sortes de matériel qui était à leur disposition. Et le dessin représente donc une mère qui explique à son fils qu'elle est désolée parce qu'elle ne peut pas acheter de la bonne nourriture. Elle peut juste lui acheter un sandwich avec les quelques dollars qu'elle a obtenus là, de la consigne de canettes. Alors, c'est une illustration très concrète de ce que ça veut dire pour les gens de vivre de l'insécurité alimentaire. Et pour les autres personnes interrogées dans le cadre de cette étude, vivre de l'insécurité alimentaire, pour eux, eh bien, ça voulait dire avoir recours
aux banques alimentaires, à l'aide alimentaire. Ça voulait dire aussi ne pas pouvoir acheter de fruits et de légumes frais, par exemple, ni de viande, faire son épicerie dans des magasins à bas prix, comme le Dolorama, pour ne pas le nommer. Puis les personnes racontaient également, par exemple, pour le souper, eh ben, faire leur souper avec des toasts ou des céréales de façon quand même assez régulière. Donc dans ces situations-là, on parle d'insécurité alimentaire grave. On est vraiment dans la substitution d'aliments vers des aliments peu nutritifs et vers la privation. Alors, dernière minute. Alors, vivre de l'insécurité alimentaire, ça concerne maintenant une diversité de personnes. Martin l'a bien montré. L'année dernière, je soulignais qu'il y avait un risque accru pour les propriétaires. Et l'étude que je vous ai présentée tantôt là, indiquait d'ailleurs que les locataires avaient 131% plus de probabilité de se trouver en situation d'insécurité alimentaire par rapport aux propriétaires. Donc ça, c'était les données de 2022. Maintenant, vous avez sous les yeux une mise à jour pour 2023. Cette mise à jour a été effectuée par notre collègue économiste Geoffroy Boucher, qui a publié une analyse d'ailleurs ce lundi à ce sujet. J'imagine que Julia va la partager dans le chat. Si vous n'avez pas entendu parler de cette analyse, c'est que vous aviez un bris de votre réseau, parce que ça a vraiment beaucoup résonné. Donc cette analyse de Geoffroy, elle réaffirme la vulnérabilité là, des ménages locataires par rapport à ceux qui sont propriétaires. En 2023, sur le graphique, c'est la barre la plus à droite. Vous aviez un locataire sur 3 qui se trouvait en situation d'insécurité alimentaire avec 31%. Vous avez une exclusivité aujourd'hui avec l'évolution 2018-2023. Geoffroy avait gardé ces quelques données sous la manche et vous les avez sous les yeux rien que pour vous ce midi. Donc, vous pouvez voir cette évolution pour les locataires, mais j'attire aussi votre attention sur l'évolution pour les propriétaires. Ce sont les barres en rouge. Vous pouvez voir qu'en 2023, on a cette fois-ci 14,5% de ménages qui sont propriétaires et qui sont en insécurité alimentaire. Et ça représente quand même une augmentation notable par rapport à l'année précédente. Alors, c'est à noter. On y voit, nous, un effet des hausses des taux d'intérêt qu'il y a eu en 2023 pour faire baisser l'inflation. Mais voilà, on voit une des conséquences là et on pense que ces hausses, en fait, se sont répercutées sur les paiements hypothécaires des personnes qui avaient des taux variables et sur ceux qui devaient renégocier leur taux fixe à ce moment-là. Alors, dernière diapositive, cela dit, si les propriétaires ne sont pas épargnés, on observe une aggravation de l'insécurité alimentaire chez les locataires dans un contexte, en fait, où l'abordabilité du logement ne s'améliore pas. Et pour terminer, donc, je vous propose ce graphique qui met l'accent sur 2023 et sur les 3 niveaux degrés d'insécurité alimentaire dont parlait François au début du webinaire. Et là, vous pouvez voir sur la zone en rouge que 7,5% des personnes qui vivent dans un ménage locataire se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire grave en 2023. Alors que 3 années auparavant, en 2020, cette proportion s'établissait à 4,6%, ce qui représente, d'après les calculs de Geoffroy, toujours une augmentation de 63%, et ce qui est considérable. Alors, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les dernières données les plus récentes. Et évidemment, vous avez d'autres éléments là, de cette mise à jour dans l'analyse dont Julia va mettre le lien. Et c'est ce qui terminerait ma présentation. Merci infiniment, Sandy. Je me demande si Julie, Sébastien ou Martin, si vous avez des questions spécifiquement sur la présentation de Sandy. Sébastien ou Julie? Oui, peut-être une, en fait. Déjà, de voir les données pour 2023, c'est particulièrement intéressant, sachant justement la condition du marché immobilier. Est-ce que c'est prévu de continuer à faire ce travail-là et de continuer à voir
les corrélations entre l'insécurité alimentaire et le coût du logement dans les années qui suivent. Merci pour la question. Honnêtement, ce n'est pas prévu, mais ça serait vraiment une bonne idée. Merci, Sandy. Ben, je vais y aller avec des questions que j'ai repérées sur le chat. Merci beaucoup à tout le monde. Une première question que j'avais notée, je ne retrouve plus là, mais pour Julie et Sébastien, si vous aviez des données à la suite de votre enquête sur la situation plus particulière des enfants dans les communautés autochtones, parce qu'évidemment, c'est une préoccupation générale, les enfants, comme Martin en parlait, les enfants pour leur développement, leur scolarisation, tout ça. Est-ce que donc vous avez des données spécifiques sur cette population, sur les enfants? On va avoir des données là, sur les enfants, mais on n'a pas fini les croisements. Là, comme vous l'avez vu, l'enquête est quand même assez récente. Fait qu'il nous reste du travail de traitement de données, s'assurer que les échantillons sont toujours assez représentatifs. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que 75% des personnes qui avaient des besoins alimentaires avaient des enfants. Mais après, les enfants, quel âge ils ont, ça, on n'a pas eu le temps de traiter cette donnée-là. Fait qu'une personne de 55 ans, peut-être que l'enfant n'habite plus avec le parent. Donc, il nous reste des croisements à faire là, par rapport à ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter de quoi, Sébastien? On s'est quand même intéressé à la composition du ménage, sachant que les ménages des personnes autochtones peuvent vraiment varier en nombre et en type de personnes, type de membres de la famille élargie ou même des parents, des grands-parents peuvent faire partie du ménage. Donc, c'est des éléments aussi qui vont devoir être pris en considération éventuellement là, dans le traitement de la question de l'insécurité alimentaire. Merci beaucoup. Quelques questions, Martin, pour vous. Vous intervenez régulièrement dans les médias pour dire que le dépannage alimentaire d'urgence n'est pas une solution durable à l'insécurité alimentaire, ou en fait, là j'interprète. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement là-dessus? En fait, notre réseau soulage les effets de l'insécurité alimentaire, mais ce n'est pas une solution à la fin en tant que telle. Ça ne fait que soulager, éviter que des gens qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire vivent des effets encore plus dramatiques. Donc, on soulage. Les véritables solutions, selon nous, à l'insécurité alimentaire passent par une amélioration des conditions de vie des ménages, que ce soit une amélioration des programmes sociaux, que ce soit au niveau d'une amélioration du salaire minimum, des revenus de retraite, des solutions comme ça. Les gens vont continuer, et de la crise du logement, puis l'ajouter, je pense qu'on a une démonstration très éclairante aujourd'hui. Donc, si on veut des solutions à l'insécurité alimentaire, je pense qu'il faut qu'il y ait moins de pauvreté, il faut qu'il y ait du logement de qualité à un prix abordable. J'ai trouvé ça très intéressant, la diapo que tu présentais, Sandy, à propos de l'état du logement et la réflexion que j'en venais, c'est de dire, malheureusement, quand on doit faire des compromis, on doit les faire à tous les niveaux. On fait des compromis sur l'alimentation, mais on vit dans un logement qui demande des réparations importantes. J'ose qualifier qu'il y a une partie de misère humaine là-dedans et c'est pas acceptable dans une société comme la nôtre. Merci, Martin. Une autre question pour vous. Dans quelle mesure toutes ces augmentations, les augmentations donc de fréquentation,
sont associés à l'augmentation du nombre d'organismes dispensant des services ou bien à leur meilleure efficacité à collecter les données? Honnêtement, si on n'avait pas les données sur l'insécurité alimentaire à côté, peut-être qu'on pourrait se dire, ah, ben peut-être parce qu'il y a une plus grande offre par les organismes d'aide alimentaire, donc il y a plus de gens qui s'en prévalent, mais je pense que c'est une fausse piste. Quand on regarde l'évolution des taux d'insécurité alimentaire, les problèmes d'insécurité alimentaire, c'est pas lié à une offre plus grande, c'est lié vraiment à une situation des ménages qui se détériorent, selon moi. Et je pense que puis le nombre d'organismes, c'est sûr que ce n'est pas tous les organismes qui sont desservis par notre réseau. Mais notre réseau fait toujours attention à faire en sorte de ne pas encourager une multiplication des organismes pour faire en sorte que chaque organisme peine encore plus à répondre à la demande et ait moins de ressources pour répondre à la demande. On souhaite que les organismes aient des ressources suffisantes et c'est pas seulement des denrées, ça veut dire aussi du personnel, des locaux adéquats, donc on ne tend pas à multiplier les organismes, au contraire. Donc, et la demande j'ai pas les statistiques devant moi, malheureusement, mais l'augmentation du nombre d'organismes d'année en année est très faible. C'est pas un facteur explicatif. Merci beaucoup, Martin. Une question pour toi, Sandy. Est-ce que c'est possible d'avoir aussi les données par région? J'étais justement en train de faire quelques vérifications à ce sujet. Pour ce qui est du travail de l'étude dont je rappelais les grandes lignes, on n'a pas les données par région. Je pense qu'on avait quand même accès à... pour le croisement, j'en suis pas sûre, mais pour l'insécurité alimentaire, au moins, on avait accès à à une répartition par la taille du type d'agglomération, mais ça donnait pas grand-chose de très intéressant. Cela dit, dans la mise à jour, je pense que c'est quand même possible de le faire. Mais nous ne l'avons pas fait pour le croisement. C'est évidemment du temps, des ressources qu'il faut allouer à ça, et ça serait très, très pertinent, évidemment. Pour ce qui est de la mise à jour faite par Geoffroy là, de 2023, qui est dans son analyse, là, vous avez une répartition de l'insécurité, des taux d'insécurité alimentaire par région. Donc, si ça a été fait comme ça, je pense qu'on peut le croiser aussi avec des questions de logement. Mais c'est à faire. Merci, Sandy. Pour Julie et Sébastien, est-ce que vous avez des données ventilées par communauté ou nation qui sont disponibles? Disponible encore, non, simplement parce que les travaux d'analyse sont encore en cours. Évidemment, plus on parle de croisement, mais plus le travail est un peu long pour valider à quel point les données qu'on peut en ressortir sont représentatives ou non. Par contre, dans le cadre de l'enquête, pour certaines nations, on sait avoir eu un bon taux de répondants, donc évidemment, on serait capable de le faire. C'est de voir par la suite là, au niveau du mouvement puis des priorités de l'Observatoire, qu'est-ce qu'on va faire sortir ici et là. Ça, on le verra d'ici la prochaine année, voire 2 ans, là, quand on va publier tranquillement pas vite les données d'un point de vue thématique. Là. Merci. Une autre question pour vous. Est-ce que des solutions ou leviers sont envisagés pour que les Autochtones en milieu urbain puissent avoir un meilleur accès à une alimentation traditionnelle? Oui, il y a plusieurs solutions, puis on est très créatifs dans le mouvement des centres d'amitié, je pourrais vous dire. Là. Entre autres, on a parlé de festins, de rassemblements, d'activités culturelles, où ce que là, ça permet justement aux personnes autochtones peut-être d'avoir accès, là, pas tous les jours,
peut-être pas en quantité suffisante, mais de façon plus régulière, là, justement, à des aliments traditionnels. Il y a aussi de plus en plus d'accès au territoire là, que les centres d'amitié là, essaient de développer. Puis il y a tout via soit des camps en territoire, des camps de jour en territoire, des sorties en territoire. Puis il y a aussi une réappropriation aussi de la nature dans les villes qui se passe dans certains centres d'amitié aussi, que ça soit par la création de jardins médicinaux ou des choses comme ça. Bref, les centres d'amitié sont très créatifs, puis on travaille fort là-dessus pour justement favoriser tout ça. Merci, Julie. Je vais vous lire en fait, c'est deux espoirs ou deux souhaits plutôt. Un premier, des élections provinciales auront lieu l'an prochain. C'est un bon moment pour faire connaître ces données et amener les politiciens à s'engager dans les politiques publiques qui causent la crise d'insécurité alimentaire et du logement. Ça finit par une question. Quels acteurs devraient agir en ce sens? Et une question de Jean-Philippe Laperrière, qui est directeur de la table sur la faim et le développement social, le seul organisme financé au Québec spécifiquement pour la défense des droits en matière de sécurité alimentaire. Alors, il invite les panélistes à collaborer avec lui, avec eux, avec cette table. Travaillons ensemble, dit-il, à renforcer le développement social et à bâtir des solidarités alimentaires durables. Alors, il est 13h18. Est-ce que je ne vois pas de questions? Ah, bon, une question qui vient d'apparaître. Autre question. Qu'est-ce qui explique l'importance des barrières liées au transport pour les populations autochtones? Accès au transport collectif, à une voiture, aliments traditionnels plus difficiles à obtenir? Il y a une partie de la réponse justement dans la question, mais il y a toute la compréhension aussi du transport collectif là, pour une personne qui quitte une communauté puis qui arrive en ville, de comprendre comment le transport collectif fonctionne. Aussi, toute la question, on a parlé des déserts alimentaires, mais aussi des déserts de transport. Là. C'est aussi là, quand il faut que tu marches plusieurs minutes, plusieurs heures, ben, peut-être pas plusieurs heures, mais plusieurs minutes avant de te rendre dans les transports en commun, ça peut être difficile. Puis aussi que nos communautés sont quand même assez petites, donc habituellement, la marche, c'est plus souvent pratiqué, pas toujours, là, ça dépend des lieux, je ne veux pas généraliser non plus, mais c'est des barrières. Puis le coût, veut pas, qui est un facteur. Donc, puis ce coût-là, il est augmenté si on habite en milieu urbain pour avoir accès au territoire. Souvent, nos territoires traditionnels, sont à plusieurs kilomètres. Il faut avoir des véhicules spécialisés, que ce soit des motoneiges, des VTT, pour se rendre des canaux. Puis tous ces équipements-là coûtent extrêmement cher là, pour pouvoir avoir accès parce que nos communautés, bon, le Québec s'est transformé, il s'est urbanisé, fait que ça a des effets là, pour l'accès à l'alimentation plus traditionnelle, si on peut dire. Merci, Julie. Je vois qu'il y a un certain souci ou questionnement de qu'est-ce qu'on peut faire avec la perspective des élections. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pensez faire vous-même? Quelles actions vous privilégieriez dans le contexte des prochaines élections pour passer un message sur la question de l'insécurité alimentaire? Sandy, je vois que tu as la main levée. Oui, très brièvement, franchement, je me force, je cherche un message d'espoir pour terminer, parce qu'on a quand même présenté des données très, très déprimantes et je retiens l'idée de Jean-Philippe là, de la table sur la faim et le développement social.
La collaboration. Moi, de mon côté, ma job, c'est de produire de la donnée qui soit la plus convaincante possible et fiable, rigoureuse, et donc de collaborer avec d'autres organisations pour que ça fasse son chemin et que ça puisse convaincre. Euh, Si je peux ajouter en complément, effectivement, la collaboration est importante, puis d'avoir des argumentaires solides avec des données importantes pour faire valoir ces éléments-là. On en a parlé, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, puis il y a une tendance à l'heure actuelle, on le sait, plus à l'individualisme plus qu'au collectif à l'heure actuelle dans le discours ambiant. Ben, je pense il faut apporter des solutions collectives à des problèmes qui sont collectifs aussi et faire valoir ces enjeux-là. J'ajouterais pour fermer la boucle autour de tout ça, il y a aussi de considérer les autres dimensions. Tu sais, on l'a vu avec l'importance du logement, mais aussi les effets sur la fierté identitaire, sur le plaisir de manger, sur les compétences, tu sais, les compétences culinaires. Donc, il ne faut pas juste voir l'alimentation dans son silo, mais il faut le voir dans son ensemble. Le transport qui a des effets, le logement, donc tout considérer les différentes dimensions justement pour essayer de trouver des pistes de solutions innovantes. Merci, merci infiniment. Écoutez, il est 13h22. Je regarde une annonce. Le RCCQ étant le regroupement des cuisines collectives du Québec, travaille actuellement pour faire valoir l'importance de l'adoption d'une loi cadre sur le droit à l'alimentation. Le sommet national sur le droit à l'alimentation aura lieu à Sherbrooke du 14 au 16 avril 2026. Oui, une question. Est-ce que les questions étaient traduites dans d'autres langues que le français ou l'anglais? Donc, langue des Premières Nations et Inuktitut dans votre... oui. Évidemment, on aurait voulu. Par contre, il y a toujours des enjeux à trouver des gens, des locuteurs qui sont en mesure de pouvoir traduire les questionnaires ou même la documentation que nous-mêmes, au regroupement, on peut vouloir produire et publiciser là, auprès des différentes populations autochtones. On s'est arrêté toutefois à s'assurer que le questionnaire soit disponible en français et en anglais. Par contre, la méthodologie qu'on a quand même utilisée pour administrer le questionnaire faisait appel à soit des intervenants ou des personnes qui étaient en mesure de pouvoir intervenir via une quelconque expérience pour pouvoir aussi avoir des locuteurs ou des gens qui connaissent la langue, être en mesure de pouvoir verbaliser certaines questions ou certains concepts si jamais là, les personnes étaient moins à l'aise avec le français ou l'anglais. Donc, ça a fait partie de notre façon d'aborder un peu là, cet enjeu de la langue. Il ne faut pas oublier qu'au Québec, on a 11 nations différentes, donc plusieurs langues autochtones en plus du français et de l'anglais. Donc, mais justement, comme le disait Sébastien, on s'est assuré qu'il y ait un accompagnement lorsque c'était nécessaire pour les personnes pour qui c'était un enjeu. Merci, merci infiniment. Julia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire ou que je dois dire et que j'ai oublié? Mais il y a encore quand même quelques questions. Ah, OK. Oui, en fait, il y a un canal Q&A et je pense que j'ai essayé de les transférer dans l'autre. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de confusion. En tout cas, je pense que c'est ça, la présentation a suscité beaucoup de questions que j'ai essayé de remonter. Donc, tu en as un peu dans le chat ou dans la section Q&A. OK. Je vais aller dans Q&A. Dans le fond, si je peux t'aider pour Julie et Sébastien, il y avait deux questions par rapport à la recherche pour savoir s'il y avait des questions incluses qui permettaient de savoir à quel point les enfants et les jeunes étaient touchés de votre côté.
Non, pas particulièrement. Je donne un peu plus de contexte autour des gens qui étaient, disons, éligibles à répondre au questionnaire. On a questionné essentiellement des personnes de 18 ans et plus. Donc, d'emblée, on ne questionnait pas d'enfants qui auraient pu pouvoir répondre, par exemple, aux mêmes questions là, qui faisaient partie du questionnaire. Par contre, on va être en mesure, évidemment, de peut-être évaluer avec des croisements à quel point la question de l'insécurité alimentaire pourrait peut-être avoir affecté les ménages ou les familles, mais peut-être pas nécessairement les enfants spécifiquement. Donc ça va être à voir là, au fil de l'analyse, à savoir si c'est possible ou non. Et une autre question dans le fond, qui découlait un petit peu aussi sur les étudiants post-secondaires, donc plus de 18 ans, mais plus aux études post-secondaires. Est-ce que vous aviez des données là-dessus? Ça, spécifiquement, oui, on va pouvoir avoir du moins un croisement qui va nous le permettre. C'est-à-dire que dans le cadre de l'enquête, on a quand même demandé aux gens s'ils étaient étudiants ou non. Donc, on est en mesure de pouvoir avoir quand même un petit échantillon de personnes étudiantes. Là, évidemment, le niveau d'études peut varier. Donc, il va falloir s'assurer de voir si l'échantillon qu'on a pu récolter et le croisement qu'on va en faire avec l'insécurité alimentaire est suffisamment représentatif. Mais oui, c'est quelque chose qu'on va pouvoir essayer d'analyser. Parfait, merci. Ben, merci infiniment. Merci à vous. Ceci clôt la présentation, le webinaire. Je remercie les panélistes, Julie, Sébastien, Martin, Sandy. C'est une question très difficile. Et bon, c'est ça. Je pense qu'il faut effectivement on devra profiter du fait des prochaines élections pour sensibiliser les gouvernements, les partis à, à une question aussi fondamentale que celle de l'insécurité alimentaire. Je pense qu'il faut répéter le message et pas ne jamais cesser de le répéter. Alors, merci infiniment à tous les participants, participantes aussi, nous ont courageusement suivis, même pendant 90 minutes. Et donc, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon mois de décembre, si possible. Alors, merci et à une prochaine. Merci à tous. Merci à l'Observatoire. Merci beaucoup pour les personnes qui restent. Les informations, le PowerPoint et la vidéo sont disponibles sur notre site internet et nos réseaux sociaux dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à l'infolettre et à tous nos réseaux sociaux pour suivre tout ça. Je vais donc couper le webinaire. Merci à l'ensemble de nos panélistes. C'était très intéressant. Merci pour le temps et merci à nos participants. Au revoir et bonne journée.